Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, je m'appelle Annika et je travaille pour le partenariat pour un gouvernement transparent, OGP. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui dans cette conversation, l'accès à la justice et le gouvernement ouvert pendant une pandémie. Nous allons commencer très rapidement. Pour le moment, je voulais que vous puissiez partager avec nous qui vous êtes, d'où vous vous connectez, et vous allez voir la fonction chat en bas de votre écran. Nous aimerions savoir d'où vous venez et nous allons commencer assez rapidement. Bien, alors, nous avons Imrou du Maroc, Nathalie de Justice Canada, bonjour. Nick de la Banque mondiale de Washington, DC. Ken d'Australie. Ah, il y a beaucoup de noms connus. Bonjour Janet. Il y a de plus en plus de participants. On va encore attendre quelques minutes. Entre-temps, je voulais souligner que vous devriez voir un écran avec des informations relatives aux instructions pour l'interprétation. Nous sommes enthousiastes de pouvoir offrir l'interprétation en anglais, français et espagnol pour cette journée. Il faut utiliser le Zoom Desktop ou une application mobile pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité. En bas de votre écran Zoom, il devrait y avoir un bouton pour que vous puissiez choisir votre langue. Alors, je regarde encore quelques autres points. Voilà, nous avons Andalousie, Alvaro d'Argentine. Vous avez quelqu'un de Slovénie également, magnifique. Ah, on a un bon public. Je vais rapidement passer la parole à notre modérateur Matthew. Mais cet accès à la justice, un gouvernement ouvert au cours d'une pandémie, fait partie de la campagne Réponse ouverte, récupération ouverte du partenariat pour un gouvernement transparent. Nous facilitons les réponses gouvernementales face au coronavirus et nous mettons en lumière la transparence, l'inclusivité, la participation publique et autres peuvent faire une différence. Et nous sommes impatients d'avoir un bel échange. Nous avons Joanne de l'ADA, ici, Sophie du Canada. Ah, il y a pas mal de personnes du Canada. Mariano d'Argentine. Julia de Londres. Parfait. Je vais passer la parole à Matthew Burnett de l'initiative de la Société ouverte pour la justice. Nous sommes très enchantés que l'OSJI co-organise avec l'OGP cette séance d'aujourd'hui. Matthew, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ada. Bonjour à tous. Bienvenue à tous. Au nom de la OSJI et d'OGP, nous vous remercions de vous être rejoints à nous dans ces temps sans précédent. Comme l'a dit Anna, c'est une série de discussions et cette semaine aurait été la semaine du gouvernement ouvert. Aujourd'hui, nous avons un webinaire sur l'accès à la justice. Il y a des discussions sur les dépenses ouvertes, les données ouvertes, l'accès aux informations. Et plus tard dans la journée, il y aura encore une autre séance. Vous pouvez donc évidemment vous enregistrer sur notre site web. Tous les webinaires sont enregistrés. Et nous voulons commencer avec quelques points logistiques. Comme les autres webinaires, celui-ci est enregistré. Utilisez le hashtag OpenResponse, OpenRecovery. Il y a beaucoup de personnes présentes et nous vous demandons de suivre les lignes directrices. Il y a
l'interprétation. Nous espérons aussi que vous allez pouvoir vous servir de la fonction chat pour les commentaires. Vous allez tous avoir vos micros coupés par défaut pour éviter les bruits, les distractions. Les modérateurs vont réactiver vos micros pour vous intégrer dans la conversation pour participer. Alors, au niveau du webinaire d'aujourd'hui, nous espérons que la discussion va identifier les idées claires pour avoir une justice efficace, non seulement pendant ces temps difficiles, mais au-delà. Et nous espérons que vous allez pouvoir utiliser les enseignements d'aujourd'hui pour améliorer les systèmes de justice, les services qu'ils apportent, notamment aux plus vulnérables dans notre société, en ayant un accès accru à la justice. La plateforme d'OGP, l'interprète rencontre des problèmes de son. Les plans d'action ont un impact durable. Et l'interprète rencontre vraiment un problème de son. L'idée est d'avoir des interventions pour que les membres d'OGP peuvent s'inspirer pour leur plan d'action. Nous avons des experts du monde entier qui peuvent travailler avec nous pour participer à la crise du Covid-19. Nous avons 4 intervenants. D'abord Susan McDonald, qui est une chercheuse. Olivia Winkie, qui est la directrice juridique en Sierra Leone. Mohamed, qui est directeur en Sierra Leone. Et une 4e personne, tous ces intervenants ont des biographies impressionnantes que vous trouvez dans le chatbox. Vous avez dans le chat la page des politiques d'OGP. Ensuite, le guide pour une gouvernance ouverte au niveau de la justice. Le son étant très mauvais, l'interprète n'entend pas toujours très bien l'orateur. N'hésitez pas à partager vos idées sur le chat et vos intérêts, pourquoi vous nous avez rejoints. Nous allons commencer au Canada, qui a été essentiel, qui a permis de lancer un programme ensemble avec l'Argentine, l'Indonésie, la Macédoine du Nord, avec les différentes parties prenantes des organisations internationales. Un sondage sur les besoins juridiques ont été établis. Suzanne, pouvez-vous partager les impacts de ces mesures au Canada? Merci Matthew. Et bonjour, bonsoir à tous. En fait, c'est une magnifique opportunité sur le travail que nous faisons. Je réexaminais les guides sur l'OGP et les recommandations au niveau du coronavirus par rapport à la collecte de données, par rapport à la réponse ouverte. Nous faisons des activités qui répondent à toutes les recommandations qui sont inscrites. Alors, je ne sais pas si vous, Matthew, ou vous autres, savez que le Canada fait des sondages sur les besoins juridiques depuis 2 décennies maintenant. Le docteur Arcuri a lancé ses études
au début des années 2000. Et ensuite, il y a eu un cycle avec le professeur Trevor Ferrer. Donc, vraiment, je salue le travail remarquable de personnes. Nous avons eu différents besoins pour nos sondages. Maintenant, nous appelons ce sondage le sondage des problèmes juridiques canadiens. Je vais vous dire rapidement où nous en sommes. Statistique Canada réalise l'enquête pour le département de la justice et d'autres ministères qui travaillent avec nous en partenariat sur ce point. Chez Stats Canada, ils testent, retestent et retestent les contenus. Ils sont presque finalisés et les tests ont été faits dans les territoires au début de la pandémie. Et on a donc mis un terme à tous les voyages des personnes. Donc, nous n'irons pas dans les territoires, mais nous allons nous concentrer sur les points. Nous avons 30 000 ressources, y compris de la population indigène. Depuis mars, les sondages ont été mis à l'arrêt, tout comme d'autres avec StatCan, et pour l'heure, nous ne savons pas ce que signifient ces retards. Je voudrais parler rapidement de notre enquête complémentaire, qui est une enquête sur les problèmes juridiques. Ce sont des enquêtes qualitatives. Pour l'instant, nous avons 12 centres de recherche avec un 13e en développement et nous voulons expérimenter et explorer les sous-populations, c'est-à-dire des communautés spécifiques que nous ne pourrions pas avec ces études. Ce sont comme des petites études de cas qui vont venir s'ajouter aux données nationales. Nous avons donc 5 communautés. Nous avons les minorités par genre et sexuel, les immigrants, les indigènes et les personnes présentant un handicap. Les questions posées seront les mêmes, mais les méthodes seront conçues par des chercheurs qui sont dans les communautés. Nous sommes très enthousiastes par rapport à cet aspect, sachant que ces études se poursuivent. Merci, c'est fabuleux. Merci Suzanne. Vous allez rapidement parler. Je voulais savoir comment vous avez répondu à la réalité du Covid au niveau de la collecte de données. Comme je l'ai dit, le sondage sur les problèmes juridiques ont été mis à l'arrêt au niveau de l'étude qualitative, car même les employés de Statistique Canada sont limités quant à leur accès. Nous avons donc des échanges limités, mais comme je l'ai dit, les études qualitatives se poursuivent. Nous avons eu bon nombre de conversations avec les contractants qui sont sur place dans les communautés pour voir comment les méthodes pourraient changer au niveau des calendriers par rapport aussi aux différentes questions qu'il faut maintenant poser, car nous sommes en plein dans cette période de pandémie et il y a aussi cette période pré-Covid. Nous avons utilisé les 3 dernières années dans notre étude pour poser la question aux personnes si elles ont rencontré des problèmes sérieux au cours des 3 dernières années. Et tout à coup, nous nous retrouvons face à une réalité entièrement différente. Sur une étude où les entretiens ont déjà été conclus, 25 à 30 entretiens téléphoniques avec des adultes qui rencontrent un handicap cognitif et physique. Il s'est avéré que c'était une excellente opportunité que de voir ce qu'ils traversent actuellement et les problèmes qu'ils rencontrent et qui existaient au préalable ont été exacerbés plutôt, ou s'il y a eu des nouveaux problèmes qui résultent de la pandémie. En gros, nous explorons aussi d'autres manières de capter ce qui se passe actuellement. Nous voyons les études d'opinion publique via le département.
ou les organisations de la société civile telles que l'Association des études canadiennes qui font une étude hebdomadaire actuellement au niveau des immigrants. Nous allons probablement ajouter des questions là. Et Statistique Canada a été essentiel car il y a un nombre d'études qui se penchent spécifiquement sur les études du Covid-19, sur la santé mentale, sur les étudiants postsecondaires et une autre qui va sortir le 12 mai. Ce sont les perspectives sur la sécurité personnelle, très intéressantes. C'est différent car c'est réalisé par un financement participatif. Nous avons d'abord eu 200 000 réponses sur la première et les résultats arrivent très rapidement. C'est donc un parfait exemple de participation publique. Nous allons poser des questions sur la confiance dans le système judiciaire. On voit aussi l'inclusivité dans notre travail, au niveau de notre compréhension. Et nous voulons vraiment savoir ce qui se passe et comment le public canadien va. Merci beaucoup, Suzanne. Je vois bon nombre de questions qui sortent par rapport à votre présentation. S'il vous plaît, continuez de les partager. Nous allons les collecter et les garder jusqu'à la séance de questions-réponses. Maintenant, l'autonomisation juridique. Nous savons après d'une autre crise sanitaire. Lydia, vous êtes en Sierra Leone. Pouvez-vous nous dire comment vous avez répondu aux défis en 2014 et 2015? Ah, votre micro est sur muet. Est-ce que vous pouvez l'allumer, s'il vous plaît? Vous êtes sur muet. Bonjour à tous. Bonsoir. L'interprète est désolé, mais la liaison est trop mauvaise pour interpréter. L'interprète s'excuse, le son est beaucoup trop mauvais pour interpréter. Il est question de l'aide judiciaire pour les personnes vulnérables. L'accès à certaines denrées, l'accès à l'eau notamment. Il est question des risques de violence, la violence conjugale. Nous assurons aussi que les populations aient accès au gel désinfectant et autres équipements. L'interprète s'excuse, le son est vraiment très mauvais. Nous avons distribué du matériel.
Allô? Oui, très bien, merci. Est-ce que vous avez des recommandations politiques pour les gouvernements, mais également pour la société civile qui fait du plaidoyer pour améliorer la réponse au Covid-19? Quelle est votre expérience? L'interprète s'excuse, le son est toujours aussi mauvais. Et il est question d'une comparaison avec la crise de l'Ebola. Question de différents droits, la liberté de réunion, liberté d'expression, etc. Question de la protection de la société pendant la pandémie. Protection de la transparence, de la participation du public, les recommandations, il faut une transparence ouverte et transparente, une communication ouverte et transparente du ministère. Et les questions de troubles dans l'une des prisons, de tests positifs. Donc le gouvernement doit établir des plans pour réduire les risques, mais aussi pour que les professionnels des droits humains aient accès à ces centres de détention. Les gouvernements doivent partager également leurs plans, ceux qui ciblent les communautés les plus vulnérables. Question de distribution de nourriture. Il y a certaines personnes qui ne respectent pas le confinement pour avoir accès à la nourriture, aux denrées alimentaires. Question d'une approche inclusive au niveau communautaire. Tout le monde devrait être impliqué pour s'assurer que ces réponses incluent toutes les voix pour éviter le sentiment d'avoir été mis de côté. Le gouvernement de la Sierra Leone devrait, par ses communiqués, informer concernant les lois qui ont été adoptées pendant la pandémie, pour que les personnes sachent que ces restrictions sont temporaires, raisonnables, proportionnées et limitées dans le temps. Les gens doivent savoir qu'il s'agit de lignes directives qui ont été adoptées pour l'intérêt de tous, de la communauté. Je pense que le gouvernement de la Sierra Leone devrait aussi inviter différentes organisations de la société civile pour assurer une surveillance constante de ce qui se passe dans le pays. Il est question de rapports basés sur ces activités de surveillance. L'interprète s'excuse, le son est toujours aussi mauvais. Une question de participation de tous, faire en sorte que les citoyens se sentent impliqués. Très bien, fantastique, merci Lydia d'avoir partagé votre point de vue, les leçons tirées, les pratiques issues de la pandémie de l'Ebola. Je me tourne maintenant vers Monsieur Wakar de l'Afghanistan.
l'Afghanistan a mis en place un plan pour renforcer l'assistance juridique avec l'aide de l'ONU. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce travail? Merci beaucoup, Mathieu. Bonjour à tous les panélistes et participants. Au nom de l'ILF, je veux dire que je suis vraiment très heureux de faire partie de ce panel. J'aimerais aborder un certain nombre de points pour répondre à votre question. Tout d'abord, l'aide juridique est essentielle pour l'accès à la justice, en particulier pour les plus vulnérables et les plus démunis. Nous devons développer la confiance des citoyens dans le système de justice. Deuxièmement, notre fondation a créé ses premiers bureaux en Afghanistan en 2003. Il y avait des problèmes au niveau de l'aide juridique dans le pays. Nous pensons également que l'obligation à fournir une aide juridique est de la responsabilité du gouvernement. Donc le gouvernement doit jouer un rôle proactif et il doit pouvoir rendre des comptes. L'aide juridique, c'est un domaine très large, donc c'est très difficile pour le gouvernement de travailler de façon individuelle. Donc les OSC jouent un rôle fondamental pour développer davantage le système judiciaire dans le pays. Concernant le plan d'action que vous avez mentionné, la fourniture d'assistance juridique est essentielle. L'ILF devient donc un partenaire du ministère de la Justice pour développer de façon intégrée l'aide juridique dans le pays. L'ILF a soumis un plan d'action accéléré à l'ONU afin d'évaluer les engagements pris par le gouvernement. Donc les gouvernements devront rendre des comptes. Donc c'était le deuxième point. Et puis le partenariat avec le gouvernement concernant ce type d'effort est essentiel pour la société civile également. Pourquoi? Eh bien, parce que selon la nouvelle réglementation en matière d'aide juridique qui vient d'être approuvée, nous devons promouvoir une commission, le rôle d'une commission qui travaillera avec le gouvernement pour qu'ils tiennent leurs engagements visant à améliorer le système judiciaire, en particulier pour que les plus vulnérables et tous les citoyens y aient accès. Et puis, du point de vue de la gouvernance ouverte, c'est aussi important pour le gouvernement et la société civile. Ils doivent jouer un rôle crucial dans le développement du système de justice du pays. Nous travaillons avec le ministère de la Justice actuellement. Donc, maintenant, je voudrais vous parler de la manière dont le Covid a affecté ces efforts. Alors, bien sûr, le Covid-19 a été une préoccupation prioritaire dans le pays. Le ministère de la Justice a donc décidé un confinement de plus d'un mois. Donc, il n'était plus possible de fournir l'aide juridique. Les administrateurs travaillaient de chez eux et d'un autre côté, il y a aussi
le ministère public qui continue néanmoins de travailler. Donc, l'ILF a décidé de traiter d'un certain nombre de traiter certains cas, des cas spécifiques à cette période difficile. Donc, ces différentes affaires doivent faire l'objet d'un suivi. Il faut qu'il y ait des poursuites judiciaires par les cours. Donc, c'était l'autre point important que je voulais mentionner. Et je voudrais dire un dernier mot sur cette question. Nous espérons diminuer le taux de détention de 50%. Donc, lorsque les cas ne sont pas des cas graves, nous travaillons avec le ministère de la Justice, le ministère public, sur ces cas spécifiques et ensuite des décisions sont prises. Donc oui, le Covid-19 a clairement affecté notre travail, mais nous sommes toujours là et nous continuons de fournir de l'assistance juridique pour les plus démunis. Très bien, merci beaucoup Wakar. L'ODD... Il y a un ODD qui inclut un indicateur concernant la détention, les taux de détention. Donc, ça serait intéressant de voir comment ce taux va évoluer pendant le Covid-19. Je me tourne maintenant vers le Brésil pour qu'on ait assez de temps pour les questions un peu plus tard. Je donne la parole à Denise. Vous avez mis sur pied un projet très intéressant sur la violence conjugale notamment. Donc ce travail se fonde sur des liens étroits avec les cours, les parajuristes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre travail et nous expliquer comment est-ce que les valeurs de gouvernance ouverte sont appliquées. Merci Mathieu, bonjour à tous du Brésil, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en sécurité chez vous. Donc, nous avons développé une application en 2014 pour traiter des questions de violence domestique. Au Brésil, la loi relative à la violence domestique a été approuvée en 2006 après une longue campagne et une cour spéciale a été établie pour les violences conjugales et également un poste de police spécifique qui était déjà en place depuis les années 90. Donc, je travaille pour TEMIS, une organisation qui se concentre sur le renforcement des capacités, de l'influence des femmes et des leaders communautaires pour travailler sur les questions de violence conjugale. Et nous avons vu qu'il était très difficile d'être appuyé dans un contexte de pandémie. Donc, si on a une loi et pourtant les chiffres restent très élevés au Brésil, donc nous avons concentré notre travail sur la technologie pour trouver une solution à ce problème. Nous avons développé une idée et c'est un petit peu comme un cercle parce que
il y a une connexion avec des cours spécifiques, les services de police et les leaders communautaires. Ainsi, une femme souffrant de violences conjugales peut se rendre devant les cours et puis avec la collaboration euh, des différentes parties prenantes, on a le juge qui a téléchargé une petite icône qui fait directement le lien avec la police. Et lorsque la police reçoit l'appel et y répond, ce flux est directement transmis au leader communautaire dans la communauté de la femme en question qui commence son travail de suivi et la police peut venir en aide à cette personne. Nous avons testé cela depuis 5 ans et cette application est déjà utilisée à Porto Alegre dans le sud du Brésil et elle fournit un haut niveau de transparence et de redevabilité dans les travaux du système de la justice, du système de justice et aussi au niveau des agences publiques. Parfois, c'est pas facile parce que les autorités gouvernementales ne sont pas toujours disposées à nous aider, à aider la communauté, mais d'un autre côté, c'est très utile parce que cela crée ce flux de conversation entre les leaders communautaires et les services de justice et de sécurité. Donc, au cours des dernières années, nous avons également partagé cette expérience avec d'autres États au Brésil. Donc, il y a une dizaine maintenant d'expériences qui ont été développées dans différents États avec différentes applications. Par exemple, à Sao Paulo, les juges ont et les victimes ont un numéro spécial, donc un système d'assistance téléphonique pour appeler directement les juges. Il y a aussi d'autres applications dans différentes régions du pays. Le temps que nous vivons aujourd'hui, la pandémie au Brésil, eh bien, je dois souligner que ces initiatives sont très utiles parce que nous avons vu que le nombre de cas de violence conjugale a augmenté parce qu'il était difficile, beaucoup plus difficile de contacter les personnes ou les services pertinents. Donc, donner l'occasion aux femmes d'avoir ces outils, cette technologie, c'est quelque chose de très utile pour renforcer l'accès à la justice par ces victimes. Excellent. Merci, Denise. Je me tourne maintenant vers les personnes qui ont posé des questions. Donc, première question de Suzanne. Et enfin, nous avons une question. La pandémie risque d'augmenter le nombre de demandes liées à la violence conjugale, aux évictions, questions liées au logement. Donc, c'est aussi des difficultés. Donc, comment les personnes peuvent avoir accès à l'aide pour résoudre ces différends.
Et il y a la question aussi de l'accès aux données. Merci Matthew, merci à vous tous, vous qui avez envoyé des questions qui sont très intéressantes. Et d'ailleurs, je pourrais parler toute la matinée si vous le voulez. Je suis désolée pour les autres intervenants. Je suis très passionnée par ce travail. J'essaie de me rappeler les questions. Nous n'avons pas de résultats préliminaires, en particulier de l'étude quantitative en tant que telle. Et nous ne savons pas non plus quand on pourra aller sur les terrains. La collecte de données devait se faire en novembre de cette année et bien évidemment, il y aura au moins 8 semaines de retard dans la mesure où tout le monde a été confiné à la maison. Nous ne savons donc pas quand on commentera et je vais passer à la dernière question pour voir quel sera l'impact de COVID-19 au niveau des informations collectées sur cette étude. Il y a une possibilité qui a été mise à l'arrêt, mais nous demandons si nous allons de nouveau poser une question sur les problèmes liés au post-Covid ou poser des questions qui permettraient au moins de différencier ou de comprendre l'impact de la pandémie. Au niveau des études qualitatives, il y aura très certainement un impact. Nous ne les avons pas menées auparavant en Canada, nous n'avons donc pas de tendance, nous n'avons pas ces perspectives qualitatives de ces communautés spécifiques. Et nous sommes sur le terrain actuellement. Il y a une autre question pour voir comment nous allons poursuivre avec ce travail. Dans la majorité des cas, il y a un universitaire qui travaille en binôme avec un chercheur de la communauté et les universitaires travaillent avec leur commission d'éthique de leurs institutions. Pour le moment, les universités mettent l'accent en priorité sur les recherches liées au COVID-19, même si d'autres protocoles se poursuivent et on met en relief les préoccupations. Ils continuent de travailler. Les personnes sur le terrain sont incroyables. Je sais qu'il y en a une qui est sur le terrain et on voulait vous dire que le travail que vous faites est vraiment extraordinaire, a beaucoup d'importance, non seulement dans la collecte de données, mais également vous adresser aux personnes qui sont les plus vulnérables, les plus isolées et vous leur apporter un soutien. Matthew, ai-je oublié quelque chose? Ou ai-je couvert toutes les questions? Oui, je pense que oui. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Nous avons également une personne d'Argentine, du ministère de la Justice, l'Argentine ayant réalisé un travail considérable au cours des 5-6 dernières années. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites au niveau aussi de la poursuite de criminels pour avoir un programme de justice ouverte. Arturo, pourriez-vous partager quelque peu votre expérience en Argentine avant le Covid et pendant le Covid au niveau des mesures qui ont été prises, s'il vous plaît? Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, bien sûr, on vous entend très bien. Parfait, merci. Je vais maintenant passer à l'espagnol et vous allez donc écouter l'interprète. Je voudrais très brièvement vous présenter qui vient du ministère de la Justice. Alors, d'une part, nous avons une réponse. Nous avons le chef de cabinet qui est avocat, qui a accès à la justice et qui joue un rôle extraordinaire en tant que personnage public. Il y a eu des cas d'abus dans les institutions religieuses
connu sous le nom de Provolo. Il y avait Leonardo Desdies de la Direction nationale de la justice politique. Au cours de la pandémie, cela a exacerbé certains points sur lesquels nous travaillons déjà, notamment dans le domaine où je travaille, les études, tous les affaires, tous les cas qui ont déjà été traités. Et nous avons changé d'angle à cause de la pandémie et des mesures adoptées. Dans la région de Leandros, il y a eu des points spécifiques qui ont accéléré certains sujets sur lesquels on travaille déjà. L'accès à la justice, nous travaillons déjà là-dessus. Ça fait partie de l'engagement numéro 4, le plan d'action pour un gouvernement transparent. Nous avions établi les besoins juridiques qui n'ont pas été remplis, ce qui a été décrit par nos collègues qui venaient d'autres pays. Le Canada en a fait mention. Aussi, notre étude, et nous tentons d'appliquer certains résultats de ces études, c'était de voir des besoins juridiques auxquels on n'a pas répondu, venant de 3 groupes principaux qui ont été identifiés par la population dans son ensemble, à savoir les populations pauvres, les populations indigènes, ainsi que les personnes souffrant d'handicap. Nous en avions environ 23 000 dans le pays et nous avons donc étudié ces cas de nos bureaux publics où les gens viennent et nous expriment leurs préoccupations. Ils ont pu voir un ensemble d'outils gouvernementaux pour traiter de ces problèmes. Pendant la pandémie, il a fallu s'étendre à d'autres problèmes, c'est-à-dire l'aide juridique, le secours également, qui a lieu avec la migration et l'identification de personnes, car bon nombre de personnes n'ont pas de papier. Et nous avons commencé à nous concentrer également sur ces points. L'accès à la justice. Nous avons un changement technologique. Comme l'a souligné le collègue du Brésil, il s'avère qu'en Argentine, la situation est qu'il y a eu moins de méfaits, mais que la violence domestique a connu une croissance exponentielle. Aussi, les outils que nous avions adoptés, c'est-à-dire la ligne de l'assistance téléphonique, est passée à une application qui permet d'avoir un lien plus direct avec les citoyens. Ce sont des solutions visant à traiter la violence domestique liée à l'isolation. Je ne sais pas, à l'isolement, pardon. Je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres pays, mais la violence est exacerbée par la politique de confinement où tout le monde reste à la maison. Nous travaillons aussi sur la période post-pandémie, c'est la qualité de la justice dans son ensemble. Lorsque la pandémie sera terminée, nous allons besoin d'avoir des interprètes travaillant pour la justice, non seulement pour différentes langues, mais également pour assister les personnes souffrant d'handicap.
pour avoir un accès à la justice plus facile, car lorsqu'il y a un manque d'interprètes, les résolutions juridiques pourraient quand même être réalisées. Alors peut-être que lorsqu'il y a un problème avec des sociétés qui vont décentraliser leurs bureaux, sachant que l'Argentine est un grand pays et la logistique sur les territoires est parfois négligée dans bon nombre de scénarios. C'est important. Nous voulons avoir un langage qui soit clair, qui soit simple et inclusif. Nous devons traiter rapidement les points pour avoir une résolution qualitative pour les citoyens apportée par le système de justice. Voici comment nous voulons travailler et nous vous remercions de nous avoir donné la possibilité pour que le ministère puisse s'exprimer ici. Merci. Fabuleux, merci Arturo d'avoir partagé ce point de vue d'Argentine. Maintenant, je voudrais m'adresser à une question pour Car liée à Abi, pour voir quelles mesures spécifiques le gouvernement d'Afghanistan utilise-t-il pour traiter plus rapidement le cas des prisonniers pendant la pandémie. La question: est-ce que le gouvernement soutient les sorties en masse des prisons? Et le président afghan a récemment réalisé un décret. Pouvez-vous partager avec nous comment les communautés travaillent ensemble? Merci beaucoup, merci. Alors, je vais répondre à la question. Des lignes de conduite ont été émises pour libérer les prisonniers en amont. On ne peut pas libérer tout le monde, mais il faut voir qui va être libéré. Et il y a des problèmes de liaison. Il existe un comité il y a plusieurs membres, la société civile, les prisons également. Il y a d'autres membres du bureau des présidents qui supervisent le système. Alors, la libération en amont d'un procès, en l'espace de 72 heures, il faut qu'il y ait une enquête, mais pendant la pandémie, ils ont décidé qu'il fallait le référer en l'espace de 24 heures. Lorsqu'ils travaillent ensemble sur les cas, il les dissocie en deux catégories. L'une, c'est lorsqu'il y a un crime normal ou un crime aggravé, et pour l'infraction, ils vont libérer ceux qui sont sur garantie, ils vont étendre les enquêtes, la libération sous caution. Donc, ils ont 5-6 options différentes. Et lors de délits critiques, il faut poursuivre l'enquête. Lorsqu'il libère les personnes accusées, il ne faudrait pas qu'elles soient traduites en justice devant la pandémie. Une fois que la situation se stabilise,
Ils doivent être traduits en justice. Il y a différentes lignes de conduite sur 4-5 pages qui sont très détaillées et qui apportent des informations. Il y a donc un système qui permettra de les libérer. Fabuleux. Merci beaucoup. Nous avons un invité. Au niveau de la task force, le son étant toujours très mauvais pour que l'interprète entende tout. Vous avez réalisé un très bon travail. Vous avez mis en relief l'accès à la justice civile et vous avez assuré que ces gouvernements et cette société civile soient inclus dans la conversation. Pouvez-vous parler de vos activités au niveau de vos projets précurseurs, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Mathieu, de m'avoir invité et bravo à tous pour ces interventions très intéressantes. Alors, je vais commencer par la publication que nous avons donc diffusée il y a quelques semaines. Bien sûr, la pandémie nous a tous pris de court et les acteurs de la justice, pour une justice ouverte, la société civile, ont tous été surpris par la rapidité avec laquelle toutes ces mesures ont été prises. Donc, nous avons publié un document incluant des définitions sur la définition de la justice publique, ce que cela signifie surtout dans ce contexte, dans le contexte de la pandémie. On s'est concentré aussi sur la dimension d'urgence sanitaire de la pandémie. Nous avons fait la distinction entre trois éléments, donc, et notamment l'accès à la justice, comment faire pour que ces mesures soient mise en place de façon juste. Nous avons aussi alerté sur le risque accru de violence conjugale. On a donné plusieurs exemples de différents pays. On a aussi insisté sur le besoin général de données et l'utilisation de ces données pour adapter les pratiques. Et nous nous sommes rendus compte que dans ce contexte, c'est une tâche difficile parce que les services traditionnels ne fonctionnent plus, il faut s'adapter, donc que faire sur le court terme. Donc je trouve que ce que fait le Canada est vraiment une source d'inspiration dans ce domaine. Et le collègue de la Sierra Leone a également parlé de son expérience par rapport à la surveillance de toutes ces mesures. Nous préparons actuellement un deuxième document sur les aspects économiques et financiers, ce que cela signifie. Et nous allons maintenant plus nous concentrer donc, sur la question plus large des problèmes de justice auxquels les personnes sont confrontées, comment est-ce qu'ils vont augmenter dans le cadre de cette crise, les évictions, les problèmes de logement, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, donc il y a aussi de nouveaux problèmes, nouvelles difficultés qui émergent. Donc nous préparons un second papier pour essayer de prévoir un petit peu, aller prendre de l'avant et pour que les services puissent s'adapter. Et dans le secteur de la santé,
ce processus d'apprentissage, de partage d'informations est très rapide et donc je pense que nous pouvons nous en inspirer et ce webinaire est un très bon exemple de cela. Et enfin, dernière remarque, nous avons aussi invité des personnes à contribuer, à participer, à partager leur expérience, donc des personnes du monde entier. Nous espérons publier ce papier à la fin du mois et toute l'information est de toute manière disponible sur notre site internet. Merci beaucoup Mike pour votre intervention. Vous avez mentionné la violence axée sur le genre, donc je me tourne maintenant vers Wazan. Il a une question qui a été posée. Oui, merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Alors, je suis vraiment ravie d'entendre toutes ces approches innovantes au Brésil, notamment avec cette application. Mais je me demandais, avec la quarantaine, le confinement, comment est-ce que tout cela est géré? Est-ce qu'il y a des pratiques de politique, des interventions qui existent au niveau mondial pour traiter de la question de la violence conjugale et la violence axée sur le genre, euh, et en particulier les femmes les plus vulnérables, les femmes souffrant de handicap, les filles, etc. Merci. Donc voilà, c'est une question qui s'adresse à tout le monde. Alors, Denise va y répondre. Oui, merci. Il y a un mouvement international qui tente de construire des outils, de la technologie pour renforcer l'accès à la justice de ces femmes. En Indonésie, il y a un cas intéressant. Au Brésil, il y a aussi différentes applications. Nous travaillons avec l'Odeline, une application pour les travailleuses domestiques, les femmes de ménage, donc pour renforcer leur accès à la justice et à l'information. En Afrique, il y a une expérience de cartographie des régions les plus touchées par la violence sexuelle. Donc, c'est une manière de mieux communiquer avec d'autres. Donc, dans certains sites, on a vraiment des gros problèmes de violence sexuelle. Donc, on fait vraiment le lien avec la technologie pour ouvrir l'accès à la justice à ces femmes. Ça a été très intéressant. Et donc, il est question de la violence domestique, la violence sexuelle, les droits génésiques également. Et donc, c'est un travail très intéressant. Ce que nous observons, c'est que l'accès aux femmes, l'accès de la justice pour les femmes sur la base des informations suppose un niveau suffisant de ressources. Et alors, pour le moment, nous avons besoin de différentes méthodes et pas seulement les méthodes traditionnelles. Donc nous essayons vraiment de rapprocher la justice pour qu'elle arrive aux mains de ces populations vulnérables, donc à travers ces applications mobiles. Et ceci est très important. C'est une étape nécessaire pour changer notre perception de l'accès à la justice. Je pense que nous avons suffisamment d'outils, d'expérience pour vraiment développer le travail que nous faisons dans ce sens. Merci beaucoup, Denise.
Nous avons une question de Pablo également qui est liée, qui indique que les ODD suggèrent que l'innovation, les services à distance, l'idée que les vidéos peuvent saper la confiance dans le système de justice. Donc, selon votre expérience en Sierra Leone, depuis la perspective de la violence liée au genre et le lien avec les outils technologiques, est-ce que cela peut saper les interventions de la justice? Alors, on m'a demandé d'éteindre ma vidéo. J'espère que vous m'entendez mieux maintenant. Oui. Alors, je pense que ce travail n'a pas commencé en Sierra Leone. Je pense que de manière générale, l'érosion de la confiance dans le système judiciaire ne se limite pas à l'usage des technologies. Je pense que si nous pouvons impliquer nos communautés, la communauté locale, je pense que avec la technologie et avec des vidéoconférences, cela peut avoir un impact sur les interventions de la communauté. Parfois, on a accès seulement à de l'audio et pas de vidéo. Et donc, cela peut poser des difficultés. Merci Lydia. Excellent. Alors maintenant, nous avons aussi Joanne Wallace de l'Organisation nationale de l'assistance juridique. Donc on voit qu'il y a beaucoup de travail aux États-Unis pour répondre au Covid-19, davantage d'investissement dans l'aide sociale, des fonds d'incitation fédéraux. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience en tant qu'organisation qui défend l'aide juridique et les défenseurs de l'accès à la justice? Alors, merci Mathieu, merci aux panélistes pour leur excellente présentation. J'ai vraiment beaucoup apprécié de pouvoir apprendre des différentes interventions, des différentes expériences des pays. Donc, je suis, comme Mathieu l'a dit, la présidente de l'association, d'une association qui travaille sur l'assistance juridique. Alors, nous travaillons avec un comité et nous avons réussi à mieux incorporer un certain nombre de financements. Sur cette base, nous avons travaillé et demandé au Congrès d'augmenter les financements dans un contexte de pandémie. Le Congrès a fourni 15 millions de dollars supplémentaires. Nous travaillons maintenant pour sécuriser des financements au niveau local. Donc historiquement, le support privé pour l'assistance juridique vient du côté civil. Alors maintenant, nous sommes optimistes, nous pensons que nous pouvons compter sur ce soutien. Donc, je voudrais encourager la participation aujourd'hui pour renforcer votre travail d'accès à la justice
sur la base de toutes les idées qui ont été partagées. Merci Mathieu. Merci beaucoup Joanne. Donc, nous avons d'autres questions qui portent sur les ODD, l'ODD 16 notamment, les questions d'une feuille de route pour renforcer l'accès à la justice. Donc l'ODD 16.3, on a un indicateur. Est-ce que certains panélistes voudraient peut-être commenter, faire des commentaires sur cette question? Alors oui, merci beaucoup Mathieu. Je vais tenter de répondre à cette question. Le gouvernement afghan a récemment adopté une réglementation sur l'assistance juridique. Et une commission a été établie il y a quelques mois. Selon l'ODD 16.3 et concernant les détentions provisoires, c'est la responsabilité de la haute commission sur l'assistance juridique de coordonner le travail. On a un membre de ce comité qui fait partie de la Cour suprême et selon cette ODD, les détentions provisoires, eh bien, nous avons déjà une loi. Mais selon l'office du procureur général, on voit que cette loi n'est pas suffisamment appliquée. Pendant la pandémie il y a eu les libérations, cette loi a été mise en pratique. L'interprète s'excuse, le son est vraiment mauvais. Un participant a posé la question suivante. Il y a un travail conjoint avec le gouvernement, la société civile, les organes judiciaires pour appliquer l'ODD mentionné. C'est un travail fondamental. Il y a des statistiques. La question est de savoir comment. Donc on a besoin de stratégies, de lignes directives. Et ce travail a débuté en Afghanistan. Il y a un comité qui travaille conjointement avec le ministère de la Justice. Nous appuyons nos experts locaux. Et il y a du travail qui est fait également au niveau du bureau du procureur général. Et donc, nous pouvons utiliser cette ODD 16.3 dans la pratique pour élaborer une feuille de route pour voir comment est-ce que la réponse est organisée, comment ils comptent atteindre cet objectif. Et l'Afghanistan fait du bon travail, a entamé le travail sur cette question et nous espérons que ce travail va se poursuivre à l'avenir. Merci beaucoup, Wakar. Maintenant, je me tourne vers les autres invités. Nous avons Maria Manuel de Namati des Philippines, Marlene a récemment publié un rapport concernant une campagne pour la justice ouverte à la base, la justice communautaire. Il est question aussi d'un sondage. Donc, pouvez-vous nous parler de votre expérience de terrain et du contenu de votre rapport? Merci Matthew et bonjour à tous. Je vous dis bonjour depuis la Philippine.
Alors, je vais vous dire quelques mots sur notre rapport et puis ensuite nous allons parler du sondage qui a été réalisé et les difficultés rencontrées. Tout d'abord, concernant le briefing, il a été publié très récemment et l'objectif était d'assurer la réponse, l'accès à la justice pendant la crise. Les gouvernements, les différentes parties prenantes doivent vraiment alimenter les efforts réalisés par les défenseurs de la justice. Le travail de ces défenseurs doit être considéré comme un service essentiel, fondamental. Et ce sont les deux angles clés de cette proposition. Donc tout d'abord, il y a la capacité des communautés à connaître leurs droits, leur permettre d'avoir accès aux denrées alimentaires, à l'accès donc à l'assistance sociale, aux services de secours. Et deuxièmement, et ceci est en lien avec la responsabilité, alors que les interventions d'urgence augmentent, le gouvernement doit vraiment donc, ne pas utiliser la pandémie comme une excuse pour renforcer les discriminations. Donc en soutenant les efforts en matière d'assistance civile et en protégeant les défenseurs de la justice, nous promouvons ce travail qui est essentiel pour répondre à la pandémie. En parallèle, nous avons lancé le Justice Challenge, donc un sondage pour voir comment les différents groupes s'adaptent à la crise. Et cela inclut une évaluation des besoins. Nous voulons savoir quelles sont les ressources, l'appui, la collaboration que ces groupes d'aide, d'assistance juridique ont besoin. Donc ce sondage est sur le point d'être finalisé. Nous allons le terminer demain. Et nous complétons également le sondage Justice Challenge et nous essayons d'identifier quels sont les défis qui sont rencontrés par les organisations de la justice et aussi les besoins et l'appui dont ils pourraient avoir besoin. Pour répondre à la question posée par Mathieu, alors tout d'abord, il y a la préoccupation du gouvernement en matière sanitaire qui fait que de nombreux services du gouvernement ne sont pas accessibles aux communautés. Donc il y a eu des discussions intéressantes tout à l'heure concernant les violences de genre et on voit déjà que de nombreux cas ont été signalés et une augmentation significative de la violence conjugale et aussi il y a l'incapacité de la police et des agences gouvernementales à répondre à ces problèmes. Et l'un des intervenants a dit les forces de police sont trop occupées à veiller à ce que le confinement soit respecté. Et donc, le travail des parajuristes et des défenseurs de la justice deviennent un service donc critique qui peut combler cette lacune maintenant que les organes du gouvernement sont trop occupés à gérer la crise. Donc, dans ce contexte, nous faisons le suivi également des questions liées aux droits humains et à la justice qui émergent de l'action des gouvernements, de la suppression de certaines libertés, la liberté de circulation, mais également d'information. Donc, nous souhaitons poursuivre la discussion et nous invitons tous les participants, je crois qu'il y en a plus de 200, de participer à des discussions en ligne. Nous avons un espace en ligne concernant le renforcement de la position de ces questions liées à l'assistance juridique. Je vais mettre en ligne
toutes ces informations pour que les participants peuvent s'y référer. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, merci de mettre en place ces ressources. Nous arrivons bientôt au terme de notre rencontre, mais maintenant j'aimerais inviter un autre invité qui nous vient d'Indonésie, de la Fondation d'aide juridique en Indonésie, qui vise à renforcer les capacités. Et je voulais inviter Fabi de faire quelques commentaires pour voir comment on devient plus à même de répondre à la crise du Covid-19 et quelles sont les bonnes pratiques. Fabi, Fabi, vous êtes là? Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir permis de partager ce que mon organisation fait pour répondre à cette crise du Covid-19 et à cette pandémie. Pour répondre à votre question, notre réseau de par le pays nécessite les besoins pour renforcer les capacités et pour voir comment mieux traiter avec la situation. Une fois que cette politique sera mise en œuvre, les besoins visent à voir aussi comment mieux tirer profit de la technologie au niveau de la préconisation des droits de l'homme. Nous avons donc mené une étude. Nous avons mené un ensemble de formations au niveau de l'utilisation de la technologie visant à voir comment inclure les outils technologiques et les plateformes numériques, tout comme d'autres outils technologiques d'aide juridique. La formation consiste également en campagne numérique, documentation numérique, communication, consultation numérique et collecte de fonds, financement et la sécurité numérique. Nous avons mené cette formation pour la 3e fois et il s'avère que cela a généré beaucoup d'enthousiasme aussi de la part de juristes et d'auxiliaires juridiques qui veulent renforcer leur connaissance au niveau de la technologie dans ce domaine. Merci beaucoup, Phoebe. Nous arrivons au terme de notre session et avant de conclure, en avez-vous quelque chose à partager au niveau de la perspective du partenariat pour un gouvernement transparent? Merci, Matthew. Je voudrais remercier tous les intervenants aujourd'hui pour ces discussions très instructives, pour avoir partagé les recommandations, ce que nous avons dit au début. Nous espérons que les participants de tous horizons et de voir où certaines de ces recommandations peuvent s'inscrire par rapport au travail qu'elles font, par rapport à l'OGP et d'utiliser ce qui s'est passé pendant cette pandémie en tant que les leçons pour voir comment utiliser, renforcer notre système juridique, avoir la justice pour nous tous. J'apprécie les talents de modérateur excellents de Matthew, tout comme mes collègues Mara Dwayne qui nous a vraiment aidé à tout compiler. Si vous êtes intéressé et que vous voulez voir certaines recommandations au niveau de la justice, auxquelles on a fait référence plus tôt dans le chat, peut-être qu'un de mes collègues peut poster de nouveau le guide sur les politiques et également
La page réponse ouverte, récupération ouverte a beaucoup de ressources sur les sujets. Je vous invite à les regarder. Merci Matthew, aux intervenants et à toutes les personnes qui ont participé à cette magnifique discussion aujourd'hui. Au revoir. Au revoir et merci. Merci, c'était formidable. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Vous aussi.